Franche-Comté. Marie-Thérèse Garcin, vous avez choisi de nous en dire plus sur ce personnage. De qui s'agit-il? Alors, il s'agit d'Alphonse Marie-Louis de Prat de Lamartine, qui est né à Mâcon en 1790. On fête cette année d'ailleurs son 150e anniversaire de sa mort. Ouais. Et je voulais précise, tiens, une petite parenthèse, il y a une expo actuellement au musée des Ursulines à Mâcon sur ce 150e anniversaire. Exactement. Et puis on voit la statue aussi de ce garçon, Lamartine, à Mâcon. Parenthèse refermée. Oui, mais vous avez raison de le signaler parce que c'est un personnage. Demain, nous allons fêter. C'est une journée nationale. C'est la journée qui commémore l'abolition de l'esclavage. Et on le doit beaucoup à cet homme, ce grand homme, à qui je voulais donc rendre hommage à l'occasion de Pourquoi cette journée. Tout ça ? Eh bien, alors. Parce qu'il est le signataire de cette loi de l'abolition de l'esclavage en 1848. Alors, Lamartine est donc né à Mâcon. Il va avoir une enfance à la campagne, à Milly notamment. Alors attention, parce qu'il y a deux Milly. Vous allez dire ce matin, Pascal, il est bien énervé. Non, il y a deux Milly en Bourgogne. Il y en a un dans Lyon. Oui, les amis icônés qui sont là savent que c'est vrai. Et puis il y en a un autre, c'est celui qui nous concerne, qui est en Saône-et-Loire. On dit d'ailleurs Milly-Lamartine. Voilà, tout à fait. Voilà, près de la Roche-Vineuse, entre Cluny et Mâcon, pour faire un petit point GPS. Donc là, on est bien en Saône-et-Loire. Et il aura une enfance à la campagne, scolarité classique, mais il ira quand même étudier chez les jésuites, donc là où ça sera un peu plus strict. Et dès sa plus jeune enfance, il va écrire des poèmes romantiques qui auront très vite un grand succès. Alors, Lamartine revient très souvent dans notre région. C'est un grand séducteur. Il aura de nombreuses aventures. Je me suis laissé dire que sa première femme, à Lamartine, avait posé pour un timbre. Elle faisait Marianne. Même le buste, on dit, c'est vrai que le premier buste de Marianne, on dit que ça serait l'épouse de Lamartine. La première épouse alors. Alors, il n'en a eu qu'une officiellement. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est vrai c'était l'époque qui voulait ça. Voilà, il a eu plusieurs aventures. Et notamment, un jour, il va faire une cure, parce qu'il est en dépression, il va faire une cure à Aix-les-Bains. Et il croisera le chemin d'une jeune femme dont il tombera éperdument amoureux. Elle s'appelle Julie Charles. Elle est mariée. Mais en fait, ça sera plutôt une liaison spirituelle, car si cette jeune femme est à Aix-les-Bains, elle est en cure, elle a la tuberculose et elle décédera quelques mois plus tard. Et Lamartine va épouser finalement une jeune noble aristocrate anglaise, Marianne Birch. Donc on dit que c'est elle qui a posé pour le buste, le premier buste de Marianne. Ça sera. Alors les parents sont pas d'accord des deux côtés, mais l'amour l'emporte. Voilà, donc ils vont se marier. Il est nommé attaché d'ambassade à Naples. Et là, ce couple aura 2 enfants, un petit garçon, un petit Alphonse qui malheureusement décédera à l'âge de 1 an et demi, et une petite fille, Julia de Lamartine. Alors, Lamartine a un rêve depuis très longtemps, c'est de voyager en Orient. Et avec sa famille, il décide de quitter, d'aller visiter. Il part de Marseille pour la Grèce, Jérusalem, où il veut se rendre sur les lieux saints. Et il passe par Beyrouth, au Liban. Et là, ce voyage qui était un enchantement pour Lamartine va tourner au cauchemar, car notre petite Julia meurt de la tuberculose. Alors, cet homme va crier son chagrin, sa foi religieuse vacille. Il faut dire qu'autour de lui, il y a beaucoup de décès. Donc à partir de là, c'est le déclin. Et voilà. Et donc, sa foi, il hurle son chagrin, son désespoir. Il rentre en France. Et là, le poète, cet homme va petit à petit devenir le défenseur d'un christianisme libéral et social et faire de plus en plus de politique. Alors, Lamartine est nommé chef du gouvernement provisoire de la Deuxième République. C'est lui qui proclame la République. C'est lui qui impose le drapeau tricolore, le suffrage universel, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de se réunir. Et avec tous les ministres, ils vont signer un décret qui est écrit par Victor Schœlcher concernant l'abolition de l'esclavage en 1848.
On a vu rapidement tout à l'heure sa maison de Milly en Saône-et-Loire, qui s'appelle Milly-la-Martine aujourd'hui. C'est une maison qu'on peut visiter. Malheureusement, il a eu quelques déboires. On a très peu parlé de son déclin, parce qu'on va garder les images positives, mais il a dû la vendre. Oui, alors c'est vrai que Lamartine est très endetté, très lourdement endetté, et il doit écrire pour vivre, voire survivre, et il doit vendre Milly, à son grand chagrin, avec beaucoup de chagrin. Et en fait, Lamartine va mourir d'apoplexie à Paris en 1869, dans une indifférence quasiment générale. L'indifférence, voilà, une indifférence importante. Et d'ailleurs, le jour de ses obsèques, aucun républicain ne sera présent. Alors aujourd'hui, Lamartine repose dans le petit cimetière dans le caveau familial à Saint-Point. Ouais. Voilà. Et donc c'est lui qui a signé cette loi d'abolition de l'esclavage. 127 volumes pour ce garçon et des citations en veux-tu, en voilà. Si je vous dis un seul être vous manque et tout est dépeuplé, eh ben c'est de Lamartine. Et oui, et on comprend mieux en lisant sa vie, en connaissant sa vie, que si un être vous manque, c'est vraiment le grand chagrin et le désespoir. Alors, Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, pour être très précis. Voilà. Merci, Marie-Thérèse Garcin. Juste dire un petit mot. L'UNESCO soutient une route des abolitions de l'esclavage qui passe en Bourgogne-Franche-Comté.